Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui un nouveau format de vidéo et on va voir ensemble que les scientifiques sont des gens comme les autres et que eux aussi commettent des erreurs. La science, c'est être capable d'expliquer le monde et les phénomènes qui nous entourent. Cependant, l'histoire regorge de personnes qui ont voulu prendre la mauvaise route. Bien que nombreux, le temps veut nous faire oublier ces écarts de chemin. Cependant, en fouillant bien, on peut retrouver la trace de ces hommes, que ce soit de grands scientifiques qui au cours de leur prestigieuse carrière ont commis quelques erreurs, ou bien des obstinés qui ont tenté pendant toute leur vie de démontrer l'indémontrable. Mais ne leur en voulez pas trop, car après tout le monde peut se tromper. Aujourd'hui, je vais parler d'une erreur scientifique qui touche essentiellement le domaine de la chimie, plus particulièrement la combustion. C'est quand on fait cramer des trucs. Qu'est-ce que le feu? Pourquoi ça existe? Comment les choses brûlent et pourquoi certaines choses ne brûlent pas? Le feu resta pendant très longtemps un mystère pour toute la communauté scientifique. Cependant, une personne pensait avoir élucidé ce mystère de la nature. Il s'agit de Joachim Becher qui, au XVIIe siècle, mit au point sa propre théorie qu'il nomma la phlogistique. Ça, c'est un joli mot. Avant de me lancer dans les explications, je précise au cas où que la théorie de ce cher Becher est complètement fausse. En observant des choses brûlées, il constatait naturellement que de la fumée se dégageait. C'était alors pour lui le signe que quelque chose s'échappait, une substance contenue dans l'objet et qui est révélée une fois la matière en feu. Il cherchait en fait de quoi était composé le feu. Cette hypothétique substance a été nommée le phlogiston, du grec phlox, la flamme. Au moins on peut lui donner le mérite de ne pas l'avoir appelé le béchérium. Il a cherché une vraie étymologie au mot. Il y aurait du phlogiston dans tous les objets qui nous entourent en différentes quantités. Par exemple, il y en a beaucoup dans le bois, parce que ça brûle très facilement. Mais il y en a très peu dans les pierres, car ça a du mal à prendre feu. Mais ça ressemble à quoi du phlogiston ? Excellente question qu'on a en droit de se demander. Mais ne vous inquiétez pas, la théorie de la phlogistique a tout prévu, car elle affirme, donc sans preuve, que le phlogiston est incolore, inodore et impondérable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mesuré. Que c'est pratique! Mais les choses amusantes ne font que commencer, car Monsieur Becher pensait que l'on pouvait inverser le processus. Si on brûle quelque chose et qu'on est capable de rattraper la fumée, le phlogiston, en la faisant rentrer de force dans ce qui reste de l'objet, il retrouverait son aspect originel. Cependant, un phénomène va remettre en question la théorie de la phlogistique. Il s'avère que lors de la combustion de certains métaux, comme le magnésium, il n'y a pas perte mais gain de matière. L'objet brûlé pèse plus lourd que l'objet originel, et ça on pouvait le mesurer même à l'époque. Or ça contredit complètement le principe du phlogiston. Face à ça, comment vont réagir les partisans du phlogiston? Petit a, ils vont remettre en question toute la théorie de la phlogistique. Petit b, ils vont refaire différentes expériences pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur de mesure. Petit c, ils vont déformer les faits pour faire en sorte d'avoir quand même raison. Et petit d, la réponse D. Il s'agit bien évidemment de la réponse C. Pour eux, le gain de matière de certains objets est dû au fait que ceux-ci possèdent une masse de phlogiston négative. Ah mais j'ai jamais dit que c'était logique, hein. Une masse négative. Pour que vous compreniez bien le côté illogique de la chose, prenons par exemple ce stylo. Il a une masse, donc un poids. En supposant que ma main ne supporte aucun poids, si je pose le stylo, ma main va naturellement être attirée vers le bas, car elle va devoir supporter le poids du stylo. Maintenant, je prends du phlogiston à masse négative et je le mets dans ma main. Eh bien, ma main va naturellement revenir à zéro. Mieux, si de base il n'y a aucun stylo et que je mets du phlogiston à masse négative, eh bien ma main va être repoussée par le sol et attirée vers le haut. Et pour eux, c'était pas si aberrant que ça. D'autres ont tenté de donner une explication au gain de matière en disant que le phlogiston a une masse inférieure à celle de l'air. Mais il s'avère que ça explique rien du tout. Il fallut attendre un certain Lavoisier pour prouver à l'aide d'expériences très simples devant la communauté scientifique que la phlogistique est basée sur des principes faux. Il établit une nouvelle théorie sur la combustion
qu'il nomme la calorique, et cette fois-ci c'est la bonne. Il détermina par exemple qu'une condition nécessaire à la combustion est la présence d'oxygène et que cela en consomme. Lavoisier est considéré comme l'un des plus grands contributeurs de la chimie moderne. Il est aussi à l'origine de la loi de la conservation de la matière. Vous savez, le fameux rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On dirait pas, mais à l'époque, c'était tout sauf évident. Mais bon, n'en tenons pas trop rigueur à ce cher Bécher. C'était également un mathématicien, un historien, un économiste, et il a même inventé son propre langage qu'il voulait populariser. Les erreurs font partie intégrante de la science. C'est en faisant des erreurs qu'on avance, et c'est en les étudiant qu'on évite d'en refaire. Et puis après tout le monde peut se tromper. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveau Briller en société. A plus!